Yoshua Bengio est le scientifique de l'année de Radio-Canada. Pionnier du développement récent de l'intelligence artificielle, il a contribué à faire de Montréal un pôle de recherche de classe mondiale dans ce secteur technologique en pleine évolution. Portrait de Yoshua Bengio, éminent scientifique, rassembleur et humaniste. Je suis arrivé à Montréal avec mes parents et mon frère en février 1977 de France. J'avais 12 ans. À la base, je suis un rêveur. J'étais distrait, je fonçais dans les murs, etc. Quand j'ai touché à la science-fiction dans jeune adolescent, ça a mis des rêves dans ma tête. J'étais intéressé par beaucoup de choses. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Il y a deux parties dans mes études universitaires. Il y a une partie où je me cherche, puis une partie où je me suis trouvé. Je sais pas, il y a eu comme une espèce de coup de foudre qui est arrivé quand j'ai lu certains articles sur les réseaux de neurones et où j'ai eu comme l'impression que c'était la voie à suivre, qu'il fallait que je fasse ça pour construire ces fameuses machines intelligentes dont on parlait dans mes romans de science-fiction. Puis là, ben, je suis parti comme un bolide. Depuis très longtemps, on s'est dit que pour construire des machines intelligentes, ça pourrait être utile de regarder un peu comment l'intelligence fonctionne chez les humains. Donc, l'apprentissage profond, les réseaux de neurones s'inspirent de choses qu'on sait. Et ils n'essayent pas de copier ou de simuler le cerveau. Simplement, ça nous donne des idées pour construire des ordinateurs qui s'inspirent de ces principes. Il y avait très peu de laboratoires qui étudiaient ça, donc principalement nos labos à Montréal, Toronto puis New York. Puis après ça, un petit peu à Stanford. Dans ces années-là, moi, j'avais de la difficulté à convaincre les étudiants de travailler sur les sujets qui m'intéressent. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils viennent puis ils pensent à quel job ils vont avoir en terminant. J'avais l'impression des fois de prêcher dans le désert, mais je prêchais puis j'essayais d'expliquer mes raisons et de convaincre les gens. Et éventuellement, ça a fonctionné. Maintenant, on est tellement connu internationalement qu'on attire des gens du monde entier et puis c'est vraiment la crème de la crème qui essaye de venir ici. En fait, c'est seulement depuis 3-4 ans que le domaine des réseaux de neurones, apprentissage profond, a connu cette espèce de percée médiatique, industrielle et de reconnaissance qui attire tous ces étudiants. Les grandes compagnies ont commencé à m'approcher pour faire comme mes collègues et aller dans l'industrie. Et je me suis dit que je serais peut-être pas vraiment à l'aise avec ce choix-là plus tard. Puis je me dis, peut-être qu'il y a une autre alternative, ce serait de construire un écosystème d'intelligence artificielle à Montréal plutôt que d'aller contribuer à faire grandir celui qui existe en Californie. Bon, au départ, c'était un peu une idée folle. Puis je me suis dit, on pourrait imaginer avoir une industrie d'intelligence artificielle qui se développe autour des universités. À ce moment-là, c'est devenu comme quelque chose, un devoir. Je me suis senti comme un acteur à un moment critique avec la possibilité d'influencer la direction. Je me sentais responsable finalement et je me sens encore responsable d'utiliser mon influence pour que ce rêve-là se développe. Aujourd'hui, pour des grandes compagnies qui développent leur recherche et leurs produits autour de l'intelligence artificielle, Montréal est extrêmement attirant parce qu'il y a la masse critique de chercheurs la plus importante au monde. Et c'est pour ça que toutes ces compagnies installent des labos de recherche d'intelligence artificielle à Montréal. J'aurais eu la possibilité de faire des deals exclusifs avec une ou l'autre de ces compagnies-là. Mais le fait que j'ai choisi que Montréal reste un terrain neutre, où finalement il n'y a pas une compagnie qui a une sorte d'exclusivité, mais toutes les compagnies sont bienvenues, ça a créé
un terreau fertile pour ce qui se passe en ce moment. Et c'est intéressant aussi pour les gens qui sont ici. Ça les motive. Là, ils ont l'impression de faire partie de quelque chose qui est plus grand qu'eux. On est dans un domaine où les gens échangent leurs idées. On construit très, très vite sur les idées des autres. On est vraiment dans une situation où chacun apporte sa pierre sur ce que les autres font, puis ça se construit comme ça collectivement. Les étudiants viennent avec leurs idées. Les étudiants, pour moi, ne sont pas des exécutants. Pour moi, c'est des collaborateurs et je les traite comme ça. Ça, c'est ma manière de concevoir l'apprentissage automatique. Une des raisons centrales qui m'a fait décider de rester à l'université, rester à Montréal, c'est pour garder le contact avec les étudiants. C'est un plaisir de travailler avec les étudiants et puis en plus, ils démultiplient mes capacités de recherche. Donc, c'est mutuellement bénéfique. J'ai l'impression que mes étudiants, c'est comme mes enfants. Puis il y en a des générations, je suis prolifique, c'est incroyable. Les étudiants ou les postdocs ou les professeurs ne travaillent pas en silo dans des projets séparés. Tout le monde se parle. Il y a de la flexibilité. Il y a une très grande liberté. Il faut de la liberté et il faut aussi beaucoup d'occasions de collision des idées, donc de remue-ménage. Les chercheurs ont une relation affective avec les idées. Ça arrive très souvent. Je découvre une idée, soit de quelqu'un d'autre ou une qui sort de ma tête, qui sort d'une discussion avec un collègue, un étudiant. Puis, je l'aime. Je la trouve belle. J'ai envie de l'explorer, j'ai envie de la valider ou de l'appliquer ou de la développer ou de la porter plus loin. On est programmé par la nature, par l'évolution, pour recevoir un certain plaisir quand on comprend quelque chose. Quand on voit des liens, puis potentiellement des applications. Quand on parle, par exemple, du Eureka, quand tout d'un coup, quelque chose qui clique. C'est comme si notre cerveau nous envoie un petit peu de récompense quand ça arrive. Donc, on en veut plus. Il faut aussi avoir du temps pour réfléchir. Ça, c'est ce qui me manque le plus. Du temps où on n'est pas bombardé de courriels, bombardé de rendez-vous, où on s'arrête sur un problème. En fait, la marche, pour moi, c'est un moment où je peux laisser libre cours à ce qui vient de l'intérieur de moi. On pose la question, on n'a pas la réponse tout de suite. Peut-être ça va prendre des heures, des jours, des mois, peut-être jamais. Mais les réponses arrivent. Quand on se donne cet espace de réflexion, de méditation, pratiquement. Montréal, il y a quelque chose de spécial. C'est pas juste une histoire de science et pas juste une histoire d'entreprise puis d'argent, mais il y a des valeurs ici autour de ce qu'on a fait au Mila et dans les universités sur le côté, disons, responsable de comment on veut développer l'intelligence artificielle. Quels vont être les impacts de l'intelligence artificielle sur la société? Ça, c'est quelque chose qui nous distingue. Quelque chose qu'on ne retrouve pas nécessairement chez n'importe quel acteur, surtout dans le privé. Comment on va interagir avec le reste du monde, par exemple dans le domaine militaire avec les robots tueurs. C'est des questions qui doivent être répondues par nos gouvernements, puis nos gouvernements sont élus. Et donc, c'est des questions qui doivent être débattues collectivement pour qu'on fasse les choix les meilleurs pour nous tous.